Bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers. Nul doute que pour booster sa carrière, trouver le bon mentor est un des leviers importants. Savoir gérer son réseau également. Toutefois, les études en sociologie du travail évoluent et offrent la possibilité de penser le modèle entre mentor et mentoré différemment qu'auparavant. Nous sommes à l'ère du mentorat 3.0 et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Anne Grechbin, Senior Advisor Innovation RH chez Air France. Bonjour Elsa. Jean-Roch Houlier, à la tête des opérations Learning et Digital au sein du groupe Safran. Bonjour. Bonjour Jean-Roch. Et enfin Gérald Péhou, maître de conférence et co-directeur du Master Humanité et Management à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Elsa. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Le but était de vous rassembler tous les trois autour de cette notion de mentorat 3.0. On va revenir en détail plus précisément sur qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour commencer, Anne, je vais vous laisser la parole, car c'est à vous que l'on doit ce nom de mentorat 3.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, je peux peut-être pas définir exactement ce que ça veut dire, mais je peux vous dire comment on est venu sur ce terme. Jean-Roch, ici présent, que je connais bien, me parle des réseaux développementaux, une invention faite au Canada avec beaucoup d'éléments qui me parlent et que je trouve intéressante parce que, en fait, ce qu'il décrit, c'est des relations de mentorat multiples et pas avec une seule personne, et des relations de mentorat qui peuvent être assez longues dans le temps, voire durer une vie entière. Et ce qui m'a intéressée, c'est que je me suis dit, ah mais voilà quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que je considère qui se passe dans, entre guillemets, la vraie vie. C'est-à-dire, ce n'est pas des relations de mentorat en binôme, comme dans le mentorat 1.0. C'est-à-dire le mentorat 1.0, on peut dire c'est le mentorat traditionnel, classique, en présentiel. Après, on a eu le mentorat 2.0, qui est le mentorat classique en présentiel, facilité, aidé par une plateforme digitale. Et donc, nous, on a fait, et on fait toujours, du mentorat 1.0 et du mentorat 2.0 chez Air France, déjà depuis de nombreuses années. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est cette multiplicité d'acteurs qui, pour chacun, ont un rôle différent. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, bah tiens, on n'a qu'à appeler ça mentorat 3.0, parce que ça me semblait être beaucoup plus évocateur de la rupture, en fait, conceptuelle par rapport au mentorat 1.0 et 2.0. Très bien. Jean-Roch, vous allez nous expliquer un petit peu cette rupture qu'il existe. Donc, vous parlez de réseaux développementaux. D'où vient cette notion et qu'est-ce que ça change, en effet, par rapport au modèle traditionnel du mentorat ? Oui, en effet, donc ça nous vient en fait d'Amérique du Nord, plus précisément des États-Unis. L'approche en fait est intéressante parce qu'elle a été fondée par deux chercheuses donc américaines, Cathy Cram et Monica Higgins, qui en fait elles-mêmes étaient déjà des expertes du mentorat classique tel que Anne le mentionne, mais elles avaient pressenti dès le milieu des années 80, donc c'est quand même très anticipé, un changement en fait de société pour lequel elle considérait que le mentorat tel qu'on le connaissait alors ne suffirait peut-être plus, en tout cas aurait besoin d'être complémenté par une approche un peu différente. Donc au début des années 2000, elles vont vraiment déposer un article très important, fondateur, sur lequel beaucoup de chercheurs, on le verra avec Gérald tout à l'heure, se sont ensuite appuyés, et tout simplement qu'il y a une autre façon de voir le réseau. Alors qu'est-ce que c'est finalement en effet que ces étranges réseaux développementaux, donc le mentorat 3.0 que propose Anne? Eh bien, en premier lieu, première différence qu'elles mettent en avant par rapport au mentorat classique, ce n'est plus une affaire que d'un seul individu, mais plutôt une affaire de plusieurs personnes dont on va s'entourer dans la vie. Et comme Anne l'a mentionné, tout au long de la vie, des personnes qui ne sont pas forcément à l'origine dans l'entreprise par rapport à notre mentorat habituel. Et on va voir que en même temps, le mentorat habituel est le bienvenu à bord, mais maintenant, il est complété par d'autres personnalités. Ces personnes vont venir en fait d'univers sociaux très différents. Alors, il y a encore, bien sûr, l'entreprise, mais il y a par exemple la famille. D'anciens amis d'école pourraient faire partie de ce réseau développemental. Donc, première grande différence. Et pourquoi cette différence majeure? Simplement parce que pour se construire aujourd'hui, il n'y a plus de personnalité omnisciente. On ne peut pas, sur un seul mentor, se construire entièrement en termes d'individuation. Il n'y a jamais une personnalité omnisciente.
Oui, Voilà. oui. Mais on pourrait croire qu'un mentor suffirait. Ouais. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. On va plutôt chercher un ensemble de regards dans lesquels se construire. Donc, première différence, plus de personnes, et pour faire simple, des personnes qui viennent d'univers sociaux différents. Par exemple, un frère, une sœur. Deuxième différence, avec ces personnes, on va entretenir des relations, sachant qu'on les choisit nous-mêmes. Autre différence quand même avec l'entreprise. Bien sûr, ouais. Là, elles insistent sur un autre phénomène qui a été montré par la recherche, c'est que souvent, quand on nous met un mentor, alors ça reste évidemment un grand privilège, simplement, il n'est pas certain qu'on va tout dire au mentor. Il y a des biais. Bien sûr, oui. C'est normal, hein, d'un point de vue, par exemple, un peu plus intime, il y a peut-être des choses qu'on ne dira pas à Saïn+2, hein, si on a l'honneur d'être mentoré par Saïn+2. Ouais. Donc, sur ce niveau-là, les personnes qu'on a choisies, d'univers sociaux différents, vont en plus jouer des rôles variés. Donc Cathy Cram et Monica Higgins parlent de fonctions. Ces rôles vont dépendre en fait de l'objectif de carrière du moment. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle mentorat 3.0 ou réseau développementaux, c'est un réseau vivant, donc en moyenne 4-5 personnes autour de soi à un moment donné de la vie. On a souvent cette question-là en formation, pourquoi pas plus? C'est parce qu'on va leur consacrer un certain temps, une certaine énergie. Et de fait que dans certains cas, on va dans un premier temps peut-être prendre, mais on peut aussi se mettre à donner. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des liens plus forts, plus épais, plus travaillés, où l'autre, celui qui est au centre, ou celle qui est au centre, va commencer à amener à son développeur. Désormais, on utilise plutôt l'expression développeur plutôt que mentor pour couvrir une plus large variété de personnalités. Donc ça, c'est une différence importante. Et l'objectif du moment fait qu'à un moment donné, vous allez chercher telle ou telle personne. Imaginez que l'objectif soit atteint, vous allez préparer un autre objectif. Et bien, comme le réseau est vivant, certains vont sortir, d'autres personnalités vont rentrer dans votre réseau. Donc, en gros, le réseau développemental, ça répond à la complexité du monde par l'idée d'avoir plusieurs personnalités autour de soi et idéalement avec des fonctions différentes et liées à un objectif de carrière ou un objectif de vie, parce que Anne en parlera certainement tout à l'heure. On peut aussi avoir des objectifs de vie plus radicaux, des changements de vie plus radicaux, qui vont être là, à ce moment-là, à ce moment de vie, pour vous aider à ce niveau. Voilà un petit peu en quelques mots ce que c'est que le réseau développemental ou le mentorat 3.0. Ouais. Gérald, vous avez travaillé avec Jean Rock et vous avez surtout aussi commencé à éprouver ce système, à le positionner. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur votre rencontre peut-être sur ces travaux et surtout sur ce que vous avez pu en faire? Très bien, oui. Alors, la rencontre sur les travaux et la rencontre avec Jean Rock, ça serait une longue histoire puisque nous nous connaissons depuis fort longtemps maintenant. D'accord. Alors, nous avons déjà collaboré depuis très longtemps puisque nous étions lycéens ensemble, on peut peut-être le dévoiler. Mais ce qui est intéressant de dire ici, c'est le fait que finalement, quelqu'un du monde académique comme moi rejoint quelqu'un du monde de l'entreprise comme Jean Rock et se retrouve sur un sujet finalement commun. Alors pourquoi ce sujet est-il commun? Parce que finalement c'est un peu l'histoire de la vie en général. Moi, mon parcours personnel m'a amené à rencontrer des gens qui m'ont fait grandir, comme on dit aujourd'hui. On appelait ça à l'époque un directeur de thèse par exemple, ou un gourou dans le monde de l'entreprise informatique dans laquelle j'ai commencé ma carrière. Et effectivement, lorsque Jean Rock a découvert ses travaux universitaires, nous avons essayé de nous en emparer. D'abord, simplement, la collaboration a donc été d'abord intellectuelle. Il a fallu qu'on digère un peu la littérature. Donc, l'université nous dote quand même d'outils qui nous permettent d'accéder aux revues, scientifiques un peu confidentielles, mais néanmoins très pointues. Donc, nous avons eu l'occasion de récupérer un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur lesquels nous avons, comme je vous l'ai dit, travaillé, échangé un certain nombre d'idées, nos compréhensions, notre façon de voir les choses. Ça n'a pas été immédiat, nous n'avons pas forcément compris tout de suite les mêmes choses, mais très vite est arrivée l'idée que nous pourrions éventuellement mettre en place un processus d'ingénierie pédagogique parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui devait passer du concept théorique tels qu'ils sont forgés dans les revues académiques vers quelque chose, de beaucoup plus pratique et pragmatique, aussi bien pour les collaborateurs d'entreprise que pour les étudiants dont je suis responsable, en partie responsable dans le cadre du master de l'université. Voilà comment les choses se sont initiées. Très bien.
Et vous avez testé le modèle avec des étudiants, c'est bien Alors, bien sûr, après, une fois que nous avions digéré, les concepts, que nous avions réussi un peu à les replacer, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour un universitaire, de replacer des travaux académiques dans une école de pensée, si bien vous sûr, voulez. oui. Et donc, on a assez vite vu qu'il y avait plusieurs écoles de pensée qui convergeaient autour des réseaux développementaux. En clair, les auteurs dont parle Jean Roch, eh bien, se sont inspirés de différents domaines, de la sociologie notamment, mais pas seulement, il y a d'autres domaines, mais peu importe. Et donc, nous avons effectivement collaboré de façon tout à fait naturelle, puisque Jean avait réussi à embaucher 2 stagiaires brillants, 2 étudiants d'un autre master, le master à HEC, qui se sont, emparés des méthodologies de développement pédagogique qui étaient à l'époque dans l'université dans l'université d'entreprise où Jean Roch officiait. Ils ont été très brillants, ils ont donc conçu ce travail pédagogique et effectivement on conçoit et ensuite on teste. Et donc le test s'est fait notamment chez des étudiants de master humanité et management à l'université Paris-Nanterre dont je suis responsable. Donc on les a un peu utilisés comme des cobayes et ils ont bien répondu. Ils ont bien répondu parce que ce sont des étudiants qui ont déjà une expérience, je dirais, dans l'entreprise sous la forme de stage ou d'alternance et donc ils avaient déjà cette idée qu'ils avaient déjà une vision assez, je dirais, pragmatique de la vie en entreprise pour pouvoir répondre. Oui, très bien. En entreprise, Jean-Roch, comment est-ce que ça se traduit quelles sont les qualités de ce modèle et peut-être les points de blocage moi, je comprends bien que c'est un modèle égocentrique où je deviens acteur de qui je choisis comme développeur. Le terme développeur, en effet, traduit bien l'intention qu'on y place. Comment ça fonctionne ? Donc pour le monde de l'entreprise, ce qu'on a fait avec nos étudiants, donc c'est d'en faire en fait une formation qu'on peut considérer comme un peu une formation qui jette des ponts entre vraiment l'univers habituel de la formation, qui est un univers maîtrisé, formalisé, et un univers plutôt informel. Parce qu'il faut savoir que ce qui est important, c'est que le réseau doit rester informel. Celui qui monte ou celle qui monte son mentorat 3.0, c'est-à-dire son réseau développemental, est la seule à savoir qui est autour d'elle à ce moment-là de la vie. Donc ce qu'on a voulu faire, l'idée qu'on a eue, c'est plutôt de proposer le véhicule par la voie formelle à des collaborateurs, et puis une fois, s'ils le prennent, qu'ils sont lancés dans ce véhicule, entre guillemets, l'entreprise ne reste pas à bord, on n'est pas dans un mentorat classique, et chacun part avec son véhicule, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de comment s'y prendre, elle a pris conscience de comment développer son réseau, et chacun va conduire son véhicule. C'est pour ça qu'on parle d'être acteur de sa vie, ce que je trouve pour une fois très vrai ici, très fondé, et on s'y est pris de la façon suivante. Cette formation, elle a 2 étapes. Il y a d'abord une étape préalable, il y a un préalable qu'on a pensé être important. On fait ce qu'on appelle seul, pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, une esquisse de son réseau. On le dessine parce qu'en fait, il y a un point très intéressant dans l'approche des réseaux développementaux, c'est l'esquisse, la représentation cartographique de son réseau. On prend conscience, en fait, finalement, en posant le crayon, de celles et ceux qui, à ce moment-là de la vie, quand on fait l'exercice, sont autour de nous. Ça, c'est à peu près 1 heure, 1 heure 30. Et ensuite, nous avons un temps de présence face à face d'une demi-journée, où on va donner toutes les clés du véhicule à celles et ceux, bien sûr, qui désirent le prendre. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est un modèle. C'est-à-dire, non seulement en définissant précisément ce qu'est le véhicule, les réseaux développementaux, ce que ce n'est pas par rapport à d'autres types de réseaux, et puis surtout en allant vers un terrain très intéressant qu'on appelle la culture entrepreneuriale du réseau. Voilà l'écho à l'idée force d'être acteur de sa vie pour celui ou celle qui est au centre, c'est-à-dire comment s'y prendre pour aller chercher les bonnes personnes au bon moment, fonction d'un objectif donné, des objectifs qui sont très variables d'une personne à l'autre. Ça peut être par exemple une prise de poste, et on a besoin d'aide pendant les 100 premiers jours, le grand classique des 100 premiers jours, parce qu'on prend des risques, comme un changement de vie radical où je dis demain je pars en ONG. Donc ça sert toutes sortes d'objectifs, et ce qui est passionnant, c'est que les individus et les fonctions qui vont être activés
ne sont pas les mêmes en fonction de l'objectif. Oui, c'est ça. Et on revient aux réactions qu'on a pu avoir donc, quand on délivre cette petite formation. Alors c'est très souvent en entrée, parfois, pas toujours, mais des doutes sur ce qu'on pourrait appeler l'opportunisme qu'on adosse très souvent au réseau, notion un peu de réseautage. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec l'histoire du réseau, la notion de réseau, dans l'idée d'aller chercher, prendre, mais en se disant moins donner. La bonne nouvelle, on l'a vu, c'est que dans le réseau développemental, certains liens peuvent s'épaissir. Quand le lien s'épaissit, ça veut dire qu'il y a un début de bidirectionnalité. Dans mon cas, par exemple, j'ai 2-3 développeurs avec qui j'ai réussi à passer en bidirectionnalité. C'est-à-dire, par exemple, pour le citer, Denis Vialou, qui est mon maître en sciences. Quand j'ai intégré le champ de la préhistoire, j'arrivais, donc je venais prendre, et j'ai appris d'ailleurs à écrire avec lui, y compris à faire des conférences. Mais très vite, Denis, voyant que j'avais un passé d'informaticien, m'a proposé en informatique et en géomatique de travailler pour les préhistoriens, ce qui fait que j'ai commencé à amener aux équipes de recherche de Denis Vialou. Là, il y a eu une vraie bidirectionnalité. Denis a découvert un monde informatique qu'il ne connaissait pas forcément. Il est l'élève lui-même d'André Leroi-Gourhan, et André Leroi-Gourhan, dans les grottes préhistoriques, travaillait par voie manuelle. On faisait ce qu'on appelait des calques, sur la grotte de Lascaux, par exemple. Avec Denis Vialou, on a informatisé tout ça. C'est-à-dire que Denis faisait encore des calques, mais on a réussi, par exemple, à informatiser les calques avec un certain nombre d'institutions, dont l'IGN. On a informatisé tout ça, et donc il y avait un vrai gagnant-gagnant dans la relation, donc qui est passé en réciprocité. Donc on a ce réflexe parfois de nous dire « je suis mal à l'aise avec l'opportunisme afférent au réseau ». Ça, on peut répondre par la bidirectionnalité. Il y a une autre composante aussi, je peux être mal à l'aise avec le réseau tout court, en me disant réseau, réseautage, et un petit peu au sens piston. Bien sûr, oui. Alors ça, c'est évidemment très couru. On n'a pas beaucoup cette réaction, mais on l'a déjà eu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a l'idée vraiment d'un grandir ensemble et d'une bidirectionnalité possible, généralement, ces difficultés disparaissent au fur et à mesure qu'on déroule cette fameuse demi-journée. Et ce qui revient le plus à la sortie, c'est, je pense qu'on peut le dire, dans la plupart des retours, c'est qu'en fait, on vient objectiver, on vient un peu conscientiser ce que beaucoup de nos collègues faisaient en fait inconsciemment, parce qu'en fait, on n'invente rien. Nous sommes toutes et tous entourés de personnalités qui nous ont marqués. Simplement, on ajoute une dose d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on dirige l'intention un peu plus que j'y vais au hasard, parce que les collègues comprennent qu'il y a un objectif du moment. Donc on devient un peu plus stratège de sa vie au sens de son réseau. Donc il y a cette idée d'intentionnalité. Et on construit, c'est-à-dire qu'on a des fonctions. Donc on a une quinzaine de fonctions. Alors évidemment, tous les développeurs et développeuses ne les activent pas. Mais par exemple, la fonction stratège carrière, une fonction assez rare, on ira la chercher chez une personne qui nous connaît bien et à qui on fait confiance, et généralement qui va nous aider à jouer les étapes suivantes. Pas que l'étape T+1, mais plus loin. Par exemple, si vous avez une rupture de vie, vous pouvez aller voir ce genre de personnes parce qu'elles vous connaissent bien et elles peuvent vous donner une opinion sur le risque que vous êtes en train de prendre à faire un point d'inflexion important. Par exemple, on le disait tout à l'heure, aller dans une ONG. Ça, c'est le stratège carrière. Et on a aussi des fonctions de type, par exemple, support émotionnel qu'on ira plus facilement chercher dans la famille. Si, par exemple, vous tanguez au bureau, vous avez la famille à l'arrière. Et dans les retours, pour finir, on a aussi cette idée que le fait d'avoir plusieurs individus, c'est comme s'ancrer dans le sol. Si vous avez un univers qui tangue, quel qu'il soit, vous pouvez toujours vous rattraper. C'est comme un trépied bien enfoncé dans le sol. Ça, c'est vachement important par rapport au mentor classique. Et je termine là-dessus parce qu'on a eu cette question. Le mentor reste dans le réseau, bien sûr, si vous le voulez. C'est-à-dire que c'est un lien formel qui vient compléter la constellation des liens informel connu que de vous. Il n'y a pas de souci à laisser le mentor, puisque c'est Cathy Cram quand même qui l'a créé, le mentorat avec Levinson aux États-Unis. Mais la différence, c'est qu'il est sous contrôle un petit peu de l'entreprise et généralement un temps limité. Alors que d'autres peuvent rester toute la vie dans le réseau. C'est vous qui décidez. Par exemple, un frère, une sœur ou un père pourrait rester. Et on peut les activer, les désactiver, les réactiver. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent revenir. On a eu ce cas-là, Gérald et moi. Enfin, moi, j'ai 2 cas de gens qui m'ont aidé à 2 reprises avec en moyenne 5 à 10 années de distance entre les 2 interventions. Donc il y a ce qu'on appelle un peu nous des agents dormants. C'est un peu l'exception avec le modèle américain qu'on fait. C'est qu'on pense qu'il y a des gens, on compte beaucoup sur eux, ils sont très importants pour nous. On préfère les garder même si la relation momentanément se tarit, parce qu'on se dit on ne sait jamais. Et à côté de ça, il y en a d'autres, ils vous donnent un coup de main momentanément et ensuite ils sortent de la constellation parce que vous avez atteint le palier suivant. Et dans ce cas-là, ils sortent et quelqu'un d'autre va rentrer
pour l'objectif de vie suivant. Gérald, vous souhaitez rebondir? Oui, non, je voulais juste peut-être ajouter pour compléter ce que disait Jean-Roch à propos des inhibitions de certains vis-à-vis du réseau développemental ou de cette notion de mentorat 3.0. Il est souvent intéressant, en tout cas moi en tant que, disons, j'ai une activité aussi d'historien des sciences à mes heures perdues, si je puis dire. Il est intéressant de recourir un petit peu à l'histoire et de se rendre compte que finalement, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On trouve par exemple donc un astronome très célèbre au XVIe siècle qui s'appelle Tycho Brahe, qui a beaucoup œuvré pour notamment l'observation du mouvement de Mars. Mais on trouve cet astronome qui est le seigneur d'un fief au large de Copenhague et qui monte un observatoire absolument gigantesque pour l'époque. On trouve chez cet astronome, donc Tycho Brahe, toute une sorte de sociabilité, des gens qui vont, qui viennent, des étudiants qui vont, qui viennent, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ouvriers, mais enfin disons plutôt des serfs qui travaillent la terre. Et il y a donc toute une sociabilité qui se met en place et on peut tout à fait retrouver dans les archives des situations où le grand maître Tycho Brahe a été aidé sur le plan des mathématiques, notamment par un élève. Et à l'inverse, le même Tycho Brahe, on retrouve des lettres de recommandation de ce Tycho Brahe pour tel ou tel élève, pour telle ou telle université. Donc en fait, tout ça, c'est une question d'organisation sociale, de vie humaine. Il n'y a pas de quoi avoir un quelconque frein par rapport à cela. La seule chose aujourd'hui, c'est comme l'a dit Jean-Roch, c'est qu'on a un peu formalisé avec cet outil des réseaux développementaux. On a mis quelques quantificateurs pour essayer de dimensionner la cartographie du réseau et à partir de là, on peut partir une stratégie. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, c'est important. Anne, je voulais juste vous poser une question. Donc, vous, en fait, vous traduisez bien ce qui est dit aussi, c'est qu'on le fait presque de façon naturelle quelque part. Peut-être que ce qu'on fait moins de façon naturelle, c'est le côté stratège et bien cibler les objectifs. Moi, j'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce que ça vous inspire et pourquoi est-ce que ça vous a paru si intéressant, cette question du mentorat, et aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin de figures inspirantes tout au long de notre vie. Alors, moi, je trouve, en fait, pourquoi j'aime bien cette notion de mentorat 3.0, c'est que je trouve que c'est un modèle qui est adapté au temps que nous vivons. Nous vivons, en fait, en entreprise, et même à l'extérieur, en fait, des temps de transformation accélérés. Je veux dire, vous voyez, l'IA qui fait irruption, on est tous en train de changer de métier. Ces transformations, finalement, c'est pas si facile. Et quand on fait du développement, c'est quelque chose qui pourrait être one-shot, on va faire une formation, un séminaire, etc. OK, mais c'est pas quelque chose qui nous transforme profondément. Quand il faut se transformer profondément, on a besoin d'inspiration, on a besoin de personnes qui, petit à petit, vont nous aider et nous donner envie de changer, d'aller vers autre chose, et ensuite nous encourager dans le fait qu'on est capable d'y aller. Et donc, ça me semble très adapté aux besoins de transformation un peu importants et significatifs. La deuxième chose, c'est que ça met l'individu au centre, et c'est ce que nous essayons de faire dans la formation depuis combien de temps, c'est-à-dire mettre l'individu au centre et qu'il se saisisse des opportunités qui lui sont offertes. Troisième chose, je pense que ça permet aussi, de permettre des transitions majeures. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais faire un petit aparté personnel, si vous ne m'en voudrez pas. Allez, aparté personnel. Alors, pour les gens qui essayent de se remettre au sport, par exemple, vous voyez, alors ça, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, je vous donne mon cas personnel. Moi, je n'essaye pas de me remettre au sport, j'essaye de me mettre au sport. Parce qu'en fait, je vous passe les détails, mais à l'âge de 11 ans, on va expliquer qu'il ne fallait pas que je fasse de sport. Donc, en fait, profondément dans mon identité, je ne dois pas faire de sport parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour moi, ça peut me faire mal, etc. Et donc, depuis quelques années, en fait, je travaille avec un coach, et ce que je lui disais, c'est que son rôle, il est au moins autant mental que de m'aider à faire des progrès physiques. Parce que, finalement, le problème, c'est que quand on a des croyances limitantes, et j'en ai plein en la matière, et par définition, les croyances limitantes, on ne les voit pas, puisqu'elles sont limitantes. Et donc,
si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide à prendre conscience de la croyance limitante, sans l'appeler comme ça, parce qu'évidemment, ça fait un peu un télo, et à la dépasser, eh bien, vous n'arrivez pas à avancer. Et donc, pour des transitions majeures, je pense que c'est important, parce que justement, c'est des gens qui peuvent avoir un langage de vérité, vous dire, tout en vous encourageant, vous faire prendre conscience de là où vous êtes bloqué par rapport à votre objectif. Et donc, je viens à mon dernier point. Oui. Dans un monde de transformation majeure, il y a potentiellement des transitions de vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transition de vie? C'est un étudiant qui va passer dans la vie active, c'est quelqu'un qui était sur un poste qui va changer complètement de poste, c'est quelqu'un qui, comme moi, cherche à se remettre au sport, mais qui, ce faisant, doit changer d'identité, parce qu'avant, on me disait que c'était dangereux, et donc il faut que je... Vous voyez, tout ce qu'il faut dépasser. Et donc, c'est quelqu'un qui peut ensuite décider d'arrêter son activité professionnelle pour aller travailler dans une ONG. C'est quelqu'un qui peut partir à la retraite parce que là aussi, c'est une transition de vie. Ça me semble très adapté aux transitions de vie importantes, majeures. Et on sait que, eh bien, autour de nous, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, eh bien, ce sont des choses qui arrivent et qui, je pense, vont arriver encore plus souvent puisqu'on parle de la freelance économie. Donc, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus volatile. Ouais. Le poids du CDI est en train de diminuer. Bien sûr, et ouais. donc, il faut avoir des personnes qui sont capables d'avoir cette résilience pour avoir des transitions de vie plus fréquentes. Donc, c'est pour toutes ces raisons que ça me semble intéressant. Ouais. Les entreprises là, avec lesquelles vous travaillez sur cette thématique, et pourquoi assez rapidement on arrive à la fin de l'émission. Savoir comment elle le positionne peut-être. Oui, comment est-ce qu'elle le positionne? Un positionnement classique qu'on a vu avec Gérald, c'est déjà un positionnement par exemple pour tout ce qui est embarquement des collaborateurs. En gros, c'est un peu un cadeau que propose l'entreprise. C'est-à-dire, une fois de plus, on l'a vu tout à l'heure, c'est le véhicule qu'on vous propose, mais qui repart ou pas avec vous dans la vie informelle. Donc ça, on l'a beaucoup positionné en entrée, mais on s'est vite aperçu qu'en réalité, au-delà des embarquements des nouveaux et des nouvelles, ça peut être très intéressant, Anne le disait, c'est quelque part n'importe quel moment de vie. On l'a également installé dans certains programmes à un moment donné pour des gens qui avaient quelques années d'expérience et qui devaient faire un rebond. dont Anne parlait à l'instant. Et on a vu plus récemment un potentiel très élevé, bien qu'on ne l'ait pas encore fait dans ce sens-là, mais qui nous a été remonté sur les seniors qui partent en retraite, ou encore des gens au chômage qui auraient besoin de faire un rebond. Parce que dans ce cas-là, il faut changer le cercle et il faut aller, entre guillemets, travailler sa culture entrepreneuriale vers des individus différents pour être en rupture. Donc on voit finalement qu'il n'y a pas de limite d'âge en termes de possibilité de déploiement. C'est tous les âges de la vie, et c'est ce que dit Anne, c'est un continuum par rapport à une formation classique ou à un mentorat classique qui va porter sur quelques mois, et pourquoi pas d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas antinomique. Là, c'est un fil de vie, en fait, progressif. Les uns succèdent aux autres, et vous vous construisez une identité propre au fil des années. Mais l'identité peut bouger. Bien sûr. Elle va bouger en fonction des rencontres. Voilà ce qu'on peut dire. Gérald, vous souhaitez rajouter Eh bien non, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est d'encourager les gens à tester ce merveilleux outil que nous avons développé avec beaucoup de passion. Et on rappelle la robustesse du dispositif, ça fait depuis 2001, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est un travail au départ de recherche qui a été réalisé à partir du monde académique, on peut le dire, avec des études par exemple ce qu'on appelle longitudinales, c'est-à-dire dans la durée, par exemple dans les formations de type MBA. Et aujourd'hui qui est très solide académiquement, sur lequel il y a beaucoup de chercheurs. On travaille par exemple le réseau développemental de la diversité, les leaders issus de la diversité, ou encore par exemple le réseau développemental des expatriés. C'est pas le même. Donc il y a tout un courant de recherche, et ce qui nous a plu, c'est de pouvoir en faire quelque chose de simple, c'est une traduction et opérationnelle vers les professionnels. Et un dernier mot, ça je pense, on n'a pas de preuve là-dessus, mais ça encourage vraiment le développement de ce qu'on pourrait appeler la coopération dans les entreprises, qui est si importante dans le développement de l'entreprise apprenante. Complètement. Merci beaucoup. Anne, je rappelle que vous êtes Senior Advisor Innovation RH chez Air France. Jean-Roch, vous êtes à la tête des opérations de Learning et Digital au sein du groupe Safran. Et Gérald Péou, vous êtes co-directeur du Master Humanité et Management à l'Université Paris-Nanterre. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Merci. Merci.